Les amis, salut à tous. Aujourd'hui on se trouve au sud-ouest de Melbourne, dans la petite ville côtière de Torquay, qui n'est autre que la capitale australienne du surf, mais qui est surtout le point de départ de la célèbre Great Ocean Road qu'on s'apprête à découvrir ensemble. Après avoir passé une bonne heure à flâner entre les bus et les containers de cette friperie incroyable à l'ambiance hippie, c'est les mains vides que nous avons repris la route du centre-ville, située à seulement quelques pas d'ici. Petite info express, c'est ici que la célèbre marque Rip Curl a vu le jour et son siège social est toujours ici d'ailleurs. Et à noter également que chaque année depuis 1961 a lieu la Rip Curl Pro Surf, qui est l'une des plus anciennes manifestations / compétitions de surf au monde. Juste en sortant de la ville, on vient de s'arrêter à Bells Beach, qui est un spot très connu des surfeurs, mais peut-être que toi aussi, même si tu connais pas grand chose en surf, le nom de la plage te dit quelque chose. Bells Beach. C'est ici que se passe la scène finale du cultissime film Point Break. Et tu veux savoir ce que c'est le plus triste dans l'histoire? Ce n'est pas ici que la scène a été tournée, mais dans l'Oregon aux États-Unis. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien du tout, mais je t'avoue que moi aussi, quand j'ai appris ça, j'étais un peu triste. C'est d'ailleurs ici que se passe la célèbre compétition de surf dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est pas étonnant parce que ce spot magnifique est facilement accessible et les vagues sont juste incroyables. Il était temps de prendre un peu de hauteur pour admirer tout ça. Construite en honneur aux soldats tués lors de la Première Guerre mondiale, la Great Ocean Road, avec ses 243 km, est le plus grand mémorial de guerre au monde. Il aura fallu 13 ans, de 1919 à 1932, et plus de 3000 soldats de retour de guerre pour sa construction. Bon les gars, on a fait un petit détour, on s'est éloigné de la côte d'une vingtaine de minutes en voiture pour aller découvrir la cascade Erskine qui a l'air vraiment très chouette. Et là au moins on est seul au monde, pas comme tout à l'heure comme tu as pu le voir à l'arche commémorative où c'était blindé, et je t'avoue que ça me fait un peu peur pour les prochains jours. Après oui, je sais, la Great Ocean Road reste un des endroits les plus connus et les plus touristiques d'Australie, mais je me disais qu'en étant en saison creuse, puisque là l'hiver est arrivé depuis quelques jours, ça allait être un peu plus tranquille. Mais finalement je pense que ça va pas être le cas, puisque le peu de kilomètres qu'on a parcouru dessus depuis ce matin, on a croisé un nombre de bus touristiques assez impressionnant, donc je pense que si on veut en profiter un peu plus tranquillement les prochains jours, il va falloir mettre le réveil et se lever tôt. Les amis, aujourd'hui on s'attaque au plus gros morceau de la Great Ocean Road, l'endroit le plus connu, le plus touristique, qui n'est autre que les 12 apôtres, qui sont ces espèces de grosses aiguilles de calcaire qui sortent de l'eau.
À savoir qu'à la base, leur nom était Sow and Piglets, ce qui veut dire en français trouille et porcelet. Je te l'accorde, ça fait pas rêver du tout. Et c'est pour ça qu'en 1950, le nom a été changé en 12 apôtres, parce que ça sonnait carrément mieux à l'oreille des touristes. Autre info super intéressante, il n'y a jamais eu 12 aiguilles, mais seulement 9. Et aujourd'hui, il n'y en a même plus que 8, puisque l'une d'entre elles s'est effondrée en juillet 2005. Et avant que tu te poses la question, les drones sont une fois de plus strictement interdits. Après, je vais pas te le cacher que j'aurais bien tenté de le faire quand même, mais il y a tellement de monde. Si toi aussi un jour tu viens admirer les 12 apôtres, je te conseille vivement de t'arrêter à la Lockhart Gorge qui se trouve à seulement 5 minutes en voiture. En plus d'être un endroit magnifique, la Lockhart Gorge a une histoire passionnante. La gorge a été baptisée ainsi après le naufrage du bateau Lockhart, qui a fait naufrage le 1er juin 1878 à la fin d'un voyage de 3 mois entre l'Angleterre et Melbourne. Sur 54 passagers et membres d'équipage, seuls 2 survivants, âgés alors de 19 ans, ont dérivé dans la gorge avant de se réfugier dans une grotte. On y trouve d'ailleurs un petit cimetière qui contient quelques tombes de personnes décédées lors du naufrage. Même s'il est largement possible de la parcourir en une seule journée comme le font les bus touristiques, il y a tellement de belles choses à découvrir sur les 243 km de la Great Ocean Road que je ne peux que te conseiller de prendre ton temps et de ne pas hésiter à passer 2-3 jours à l'explorer. Le seul point négatif pour nous a été le fait qu'il existe très peu de spots gratuits pour dormir le long de la route, et les seuls qui existent sont généralement à plus d'une demi-heure de route dans les terres. Je te mets la liste en description si ça t'intéresse. Les amis, on finit cette belle journée avec un dernier arrêt à la Bay of Islands au coucher de soleil. Ça ressemble un peu aux 12 apôtres, mais en version miniature. Dans tous les cas, ça reste sublime. Je te laisse avec les images et nous on se retrouve demain. Après ce magnifique coucher de soleil marquant la fin de la Great Ocean Road, nous nous sommes éloignés de la côte pour passer quelques jours au mont Grampians, une chaîne de montagnes ayant appartenu aux aborigènes durant près de 20 000 ans. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Nous n'avions pas prêté attention à la date, mais nous débutions alors un long week-end de 3 jours pour les Australiens qui célébraient l'anniversaire officiel du monarque. Donc autant dire qu'il y avait du monde, beaucoup de monde. Et comme tu peux le voir également, la pluie et le brouillard s'étaient invités à la fête, ne nous laissant aucune chance de profiter du point de vue une fois arrivés au sommet. Par chance, la météo fut plus clémente le dernier jour, nous permettant enfin d'admirer l'immensité des alentours. Le lendemain, nous avons repris tranquillement la route en direction de la ville d'Adélaïde. Les gars, petit arrêt sur la route au Pink Lake, qui comme son nom l'indique est un lac rose. Sa couleur est due à une microalgue qui, pour protéger sa chlorophylle du soleil et de la forte concentration en sel, va développer un pigment rouge qui n'est autre que la bêta-carotène. C'est le tout premier lac rose que je vois dans ma vie. Alors il en existe plusieurs ici en Australie, celui-ci est clairement pas le plus connu. Je pense que le plus célèbre est le Hutt Lagoon qui se trouve dans le Western Australia, mais en tout cas ça reste un bel amuse-bouche parce que c'est vraiment très beau. Bon, il y a pas mal de rafales de vent, mais je vais quand même essayer de lancer le drone. Pour une fois qu'il n'y a pas un panneau qui l'interdit, on va pas se priver.
Les gars, bienvenue à Adélaïde, ça fait déjà 2 jours qu'on est ici et je vais rapidement t'expliquer ce qu'il en est. On souhaiterait rester en ville environ 1 semaine, 10 jours grand max, le but étant de trouver du boulot le plus rapidement possible. Et à la base, on voulait rester ici en faisant du pet sitting, comme d'habitude. Malheureusement, on n'a rien trouvé du tout. C'est pas grave, on s'est rabattu sur le plan B qui consiste à faire du LPX. Alors pour ceux qui ne voient pas du tout ce qu'est le LPX, c'est assez simple, c'est quelques heures de travail chez des gens, des particuliers en fait, en échange du gîte et du couvert. Et c'est pour moi une excellente façon de pouvoir rencontrer les locaux évidemment et de pouvoir échanger avec eux. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait la rencontre de Kat, qui est une femme retraitée adorable. Les gars, elle était monitrice de 100 parachutes, ce qui fait qu'elle a des anecdotes de fou à nous raconter. Bref, et du coup, voilà, on est en train de monter une barrière dans son jardin, de la peindre. J'aurais adoré vous filmer ça. Malheureusement, Kat est quelqu'un d'assez réservé et je vais demander évidemment l'autorisation de pouvoir filmer chez elle. Elle n'est pas du tout à l'aise. Hop, l'ambulance, on va attendre quelques secondes. Ouais, je vous disais, Kat est une femme réservée, elle n'est pas du tout à l'aise à l'idée d'avoir des caméras chez elle, ce que je comprends tout à fait. Donc désolé, vous n'aurez pas d'image. Voilà, aujourd'hui on est en day off, il y en a une deuxième, je vais y arriver. Je disais donc aujourd'hui on est en day off, donc on va en profiter pour visiter Adélaïde. Et on va commencer avec Chinatown tout simplement parce que c'est là où on a garé la voiture. On continue la visite de la ville avec le marché central, c'est le truc à faire à Adélaïde. J'ai pas mal checké sur les sites internet et ça revient en permanence, c'est vraiment un incontournable et c'est facile à comprendre, l'ambiance est archi cool et honnêtement tout donne envie. À savoir que le marché existe depuis 1869, alors je sais pas si c'est le plus vieux marché de la ville, mais je trouve ça impressionnant, d'autant plus qu'il y a des boutiques qui perdurent ici de père en fils depuis le début. Les gars, il y a du fromage qui donne trop envie, je crois que c'est le truc qui me manque le plus. Ouais, je suis savoyard, on se refait pas. Mais en tout cas, si toi aussi t'es amateur de fromage, j'espère pas en trouver facilement en Australie, c'est une denrée rare. Et quand t'en trouves du bon, prépare-toi à mettre la main au porte-monnaie parce que ça coûte une blinde. Nous avons ensuite fait un tour dans le centre et ses nombreux magasins, et même si on adore les deux, ça fait aussi du bien de se retrouver dans une ville davantage à taille humaine que des villes immenses comme Sydney ou Melbourne. Salut les amis, on se retrouve 2 jours plus tard. Notre séjour à Adélaïde a été écourté et ce pour une très bonne raison, on a trouvé un travail. On va travailler dans une dairy farm ou une ferme de vaches laitières. Ce sera la toute première fois pour nous qu'on va travailler avec les animaux. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je suis sûr que ça va être super intéressant et qu'on va apprendre plein de trucs. La ferme est située dans les terres au niveau des 12 apôtres, donc il va falloir qu'on revienne un petit peu sur nos pas, mais franchement c'est pas très grave. Voilà, on est trop contents et même si j'ai déjà prévu de vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur le boulot et vous donner plein de conseils, je vais quand même vous donner 2-3 tips là qui me passent par la tête. J'ai rien préparé de spécial, mais je pense que ça peut vous aider. Alors déjà, il y a un truc à savoir, si vous êtes déjà en Australie, vous le savez déjà malheureusement, j'ai envie de dire, mais pour ceux qui comptent arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois, il faut savoir que non, ce n'est pas facile du tout de trouver un travail en ce moment en Australie parce qu'il y a énormément de backpackers qui arrivent. Je crois que c'est plus de 4000 par semaine, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Combien ? Je vais pas te le cacher, je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là, mais je vais quand même te partager 2-3 conseils. Le premier, c'est va à l'inverse des saisons. Par exemple, en ce moment, c'est l'hiver en Australie, donc tout le monde se dirige vers le nord, là où il fait beau
est chaud, donc il y a énormément de backpackers pour évidemment peu de travail. Alors que par exemple, si tu viens dans le sud, là où on est, il y a quand même plus de chances de trouver un emploi. Puis surtout, n'hésitez pas à vous éloigner de la côte. Évidemment, tout le monde a envie d'être près de la côte, près de l'océan, mais vous diminuez grandement vos chances de trouver du travail parce que tout le monde est entassé sur la côte. Le deuxième, c'est utilise au maximum Facebook. Même si je sais qu'en Europe, Facebook perd un peu en popularité, ici, il l'utilise encore énormément. Et même s'il existe aussi plein de sites professionnels pour trouver du travail, comme Seek, comme Gumtree, etc., Facebook reste pour moi la meilleure façon de trouver du travail. Et je pense honnêtement qu'on a trouvé 90% de notre job grâce à ça. Et grâce à des groupes comme les Français en Australie ou Backpackers in Australia, etc. Il y en a tout un tas. Vous allez voir des offres d'emploi apparaître tous les jours, donc soyez sur le qui-vive et soyez rapide pour répondre dans les premiers. Et 3, quand vous vous vendez à un employeur ou quand vous discutez directement avec lui, allez à l'essentiel, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux ici. Je sais qu'en France, on est habitué à en faire des tonnes sur tous nos diplômes, nos formations. Ici, je vais être très clair, ils en ont rien à foutre. Allez à l'essentiel, c'est comme ça qu'il fonctionne ici. Dites ce que vous savez faire concrètement. Et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à dire évidemment que vous êtes motivé, que vous apprenez rapidement. T'as compris le principe. Voilà les gars, pour les quelques idées qui me passent actuellement par la tête. J'ai d'ores et déjà prévu de vous faire une vidéo plus complète, plus détaillée sur le sujet parce que je pense que ça peut vous intéresser et surtout vous aider. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter directement sur les réseaux sociaux, je te mets les liens juste en dessous. Pour l'heure, il est temps de clôturer cette vidéo, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Et n'oubliez pas, on n'a qu'une seule vie alors, tâchons d'en profiter à fond. Tchuss!